Bienvenue dans le 56cast numéro 42. Oui, enfin, c'est pas trop tôt. Alors aujourd'hui, ne paniquez pas et surtout prenez votre serviette car on aura Wikimédia et ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Alors, je te présente tout de suite ou je te présente tout à l'heure? C'est Christophe Henner de Wikimédia, nouveau président. S'il vous plaît, monsieur. Sofian Fanen, mon acolyte. Bonjour, Sofian. Non, t'avais pas licorne aujourd'hui, ça me fait plaisir que tu sois là. Et donc aujourd'hui, on parlera un peu Wikimédia et on parlera surtout de serviettes. Mais de quoi on ne va pas parler d'abord? On ne parlera pas de revenge porn parce que le gouvernement britannique veut durcir la législation au sujet de cette pratique. C'est mettre des photos ou des vidéos de son ou sa ex-petite amie en ligne pour l'embêter, pour lui nuire. Et j'aime bien ce mot, je connaissais pas. Je savais pas que ça avait un nom. C'est très anglo-saxon de nommer toutes les choses. Ouais. Voilà, mais c'est quand même une pratique. Il y a pas mal de condamnations ces derniers temps aux États-Unis, au Canada, en Angleterre notamment. Et la justice du Royaume-Uni vient de condamner un jeune homme à 12 semaines de prison pour avoir diffusé les photos intimes d'une ex-petite amie. Ça lui apprendra. Le député UMP Lionel Tardy, qui adore tweeter à l'Assemblée nationale, voudrait que le règlement soit un petit peu plus cool avec l'usage des téléphones portables, des ordinateurs portables et des tablettes dans l'hémicycle. Et il aimerait qu'on ait le droit de tweeter comme on veut. Quant à Hervé Mariton, un autre député, il a un autre son de cloche. Lui, il voudrait couper le Wi-Fi dans l'Assemblée parce qu'il dit « Vous ne pouvez pas à la fois suivre attentivement le débat et passer votre temps à envoyer des vannes et à regarder ce qu'on dit de vous sur Internet. » Moi, je suis team Mariton sur ce coup-là, je suis désolée. Alors que Mariton tweet régulièrement en assemblée lui-même, donc bon. Un jeune chinois a offert 99 iPhones à sa fiancée pour la demander en mariage et elle a dit non. Elle a raison. Je pense qu'elle a bien fait, il fait un peu peur. Yishan Wong, PDG du site communautaire Reddit depuis 2 ans et demi, quitte son poste. Ça faisait longtemps qu'on attendait l'arrivée d'un service payant sur YouTube. C'est fait, Google lance en version bêta la plateforme Music Key. On l'attendait depuis à peu près 27 ans, je crois, depuis le temps qu'il annonce cette histoire. Donc c'est l'offre streaming de musique de Google, où en gros, c'est comme YouTube. Et c'est bizarre, mais il musique. n'y a pas les pubs. D'accord, et donc c'est le même abonnement que Google All Access. Tu payes pour voir YouTube sans la vidéo et sans la pub. Non, t'as toujours la vidéo. T'as toujours la vidéo. Mais tu peux l'avoir sans. Mais si tu mets un bloqueur de pub, t'as pas de pub non plus. Voilà. En tout cas, Music Key, c'est un nom à la con. Enfin, je le retiendrai jamais. Hein. Mais c'est les mêmes qui ont inventé All Access. Souviens-toi. Sinon, la Ligue de football professionnel est très fâchée. Elle a déjà envoyé 3 mises en demeure à Vine et voudrait lui demander 10 millions de dollars de dommages et intérêts. Pourquoi? Parce que sur Vine, on peut diffuser les buts qu'on a filmés sur sa télé comme ça avec son téléphone portable. Alors pourquoi c'est la faute à Vine et pas aux gens qui s'en servent? Dans ce cas, je propose qu'on interdise les smartphones, les tablettes, Internet, et d'ailleurs qu'on coupe la langue aux gens qui étaient dans les stades, parce que sinon ils peuvent raconter comment se sont passés les buts et il faut pas que ça se sache, quoi. Faut qu'on puisse voir que sur beIN Sport. C'est le but, hein, je crois. Et la traditionnelle non-news, dont on a lu que la réponse et on n'a pas compris la question, c'est 42. Merci. Comme c'est également le numéro de ce 56cast, on va en profiter pour faire une émission un petit peu spéciale, où on va pas parler de sujets sérieux, sauf avec Christophe qui est là que pour parler des trucs sérieux. Et nous, on va parler... La caution sérieux, merci. Et nous, on va parler de pourquoi ce chiffre est devenu mythique dans la culture geek, et il y aura 2 potagers du web. Alors attention, c'est le premier tout de suite. Alors, 42, c'est l'histoire au départ d'un livre. Enfin non, en fait, au départ, c'est l'histoire d'une émission radio. Ça s'appelait Le Guide du voyageur galactique et ça a été écrit par l'auteur britannique Douglas Adams. À l'origine, il a proposé son histoire à la BBC. On était en 1978, ce qui ne nous rajeunit pas. En même temps, on n'était pas nés, on s'en fout. Et enfin, vous, je sais pas. Hein. Et lui, il avait 25 ans. Et à 25 ans, il a eu cette idée d'un mec qui voyagerait à travers la galaxie et qui aurait besoin d'avoir sous la main une encyclopédie de tout ce qu'on a besoin de savoir quand on traverse la galaxie. Et donc, guide du routard. Ouais, c'est ça. Alors, il paraît même que quand ils l'ont traduit en français, quoi? Un Wikipédia de la galaxie. Mais c'est exactement ça. C'est le sans vouloir Wikipédia faire de la de galaxie. prosélytisme. Oh non, pas du tout. Il paraît même que quand il a été traduit en français, il voulait le traduire le guide du routard galactique et que les éditions du guide du routard ont dit il en est hors de question, vous me changez ça. Et c'est devenu le guide du voyageur galactique. C'est beau hein, comme histoire. Non, c'est pas beau. Donc à la radio, ça donnait ça. On écoute, c'est un son. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy by Douglas Adams, starring Peter Jones as The Book.
Ça, c'est la musique du guide du voyageur galactique et qui est maintenant extrêmement connu. Donc à la radio, il y avait 12 épisodes de 26 minutes qui ont eu énormément de succès. Du coup, Adams s'est fait un petit peu connaître à la BBC. On lui a demandé de bosser sur des épisodes d'un certain Doctor Who. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Et il en a scénarisé plusieurs. Et un an plus tard, donc en 79, il commence à adapter sa série radio en bouquin. Et là, je crois qu'il y a une sorte de clash entre mes deux acolytes du jour. Non. Parce que tout à l'heure, en off, Sofian a dit « je n'ai jamais lu les bouquins » et Christophe a menacé de partir. Et si vous voulez vous battre avec une serviette, parce qu'on le verra, ça sert à ça aussi, Ça peut faire mal. vous pouvez y aller. C'est beaucoup trop dangereux les serviettes, il ne faut pas déconner avec ça. Ça peut se faire vraiment mal. Ça peut faire vraiment mal. Oh, c'est vrai, ça fouette. Hein. Voilà, il y a 5 tomes en tout du Guide du voyageur galactique. Je crois qu'à l'époque, il avait fait une blague, Douglas Adams, il avait dit que c'est une trilogie en 5 tomes. On appelle ça une pentalogie dans la vraie vie. Et le dernier est sorti en 1992, donc ça a vraiment mis longtemps, mais moins que Game of Thrones quand même. Et les bouquins racontent l'histoire d'un certain Arthur Dent. C'est le héros qui survit à la destruction de la Terre, parce qu'un gentil monsieur est venu le prévenir juste à temps, il lui a dit « viens avec moi, on va faire sauter la Terre ». Ah bon, sympa. À cause d'un peuple extraterrestre qui n'est pas super compréhensif, il avait besoin de construire une autoroute et la Terre était sur le chemin, donc ils ont fait péter la Terre. Et ce mec est le seul survivant et il se retrouve un petit peu malgré lui à faire de l'autostop à travers la galaxie. Donc ça, c'est un extrait de l'adaptation télévisée. Voilà, parce qu'il y a eu une adaptation télé, donc toujours sur la BBC, extrêmement britannique, et c'est celle-là qu'il faut regarder, bien sûr, si on veut rester dans l'humour anglais et la patte anglaise. Est-ce qu'on sait qui a choisi ses costumes Des Anglais. De Manifestement des Anglais. Et donc, sur une des planètes de notre galaxie, à un moment, on rencontre un peuple hyper intelligent et pandimensionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Vous savez ce que ça veut dire, pandimensionnel? Plusieurs dimensions. Ouais. Avec un flûte de pan. Un petit peu comme Interstellar, ils ont 5 dimensions, alors que nous, on en a que 3. Je l'ai pas vu, spoiler. Bon, qu'est-ce que c'est, ce spoiler? Rien du tout. Et ce peuple pandimensionnel a donc construit le plus grand ordinateur de tous les temps, ou le deuxième plus grand, je ne sais plus exactement. Ne criez pas, hein, les ultras. Cet ordinateur s'appelle Pensée Profonde, et il demande à cet ordinateur, qui est spécialement conçu pour « Cher ordinateur », histoire que tu serves à quelque chose, est-ce que tu peux nous calculer avec tous tes processeurs la réponse à la grande question sur la vie, l'univers et le reste? Donc ils veulent trouver un sens à la vie et le demandent à l'ordinateur. L'ordinateur dit « Ok, bougez pas les gars, je vais réfléchir ». Il réfléchit pendant 7 millions d'années et demie. Parce que c'est quand même une question un petit peu compliquée. Et au bout de 7 millions d'années et demie, il convoque tout le peuple pandimensionnel et il leur dit « Les gars, j'ai la réponse ». The answer to life, the universe and everything, yes, is 42. Voilà, ça c'était un extrait de l'adaptation théâtrale, parce qu'après la radio, après l'adaptation télé, ils ont aussi pris les acteurs originaux de la série radio et ils les ont fait jouer sur scène, et d'ailleurs ils font des tournées régulièrement, ils en ont même fait une en 2012 encore, ça c'était en 2012. Et donc l'ordinateur répond, la grande question sur la vie, l'univers et le reste des enfants, c'est 42. Alors bien sûr, le peuple est pas très content. Tu veux raconter la suite si tu connais par cœur? Vas-y. Tu racontes si bien, avec tant d'entrain. Oui, mais toi tu le connais par cœur. Non, pas par cœur Je quand sens que même. tu peux le faire. Et le peuple est pas très content. 42 cria Long Cole, donc ça c'est un extrait du livre. Et c'est tout ce que tu as à nous montrer au bout de 7 millions d'années et demie de boulot? J'ai vérifié très soigneusement, répond l'ordinateur, et c'est incontestablement la réponse exacte. Je crois que le problème, pour être tout à fait franc avec vous, c'est que vous n'avez jamais vraiment bien saisi la question. C'est toujours l'ordinateur qui a raison. Donc ça, c'est le passage, cette fois dans l'adaptation cinématographique américaine, qui est sortie en 2005 et que beaucoup d'entre vous ont dû voir parce que c'est récent. 42 Hein? Oui, après mûre réflexion, c'est bien ça, 42. Il aurait été plus simple, bien sûr, de savoir quelle était la question, au juste. Mais c'était la grande question. L'ultime question de la vie, de l'univers et tout le reste. Ce n'est pas une question. Vous ne saurez ce que signifie la réponse que lorsque vous connaîtrez la question exacte. Dis-nous l'ultime question dans ce cas. Je ne peux pas.
Voilà, et après, sans vouloir spoiler, ils vont devoir construire un autre ordinateur plus puissant pour calculer la question, puisque celui-là ne peut pas calculer la question, il a été conçu pour calculer la réponse. Alors bien sûr, il y a eu moult théories sur le pourquoi du comment de ce fichu 42. Pourquoi 42 ? Les gens ont demandé à Douglas Adams, est-ce que ça a un rapport avec... je sais plus, moi, c'était des théories, mais des trucs du complot, quoi. Enfin, des trucs vraiment élaborés, puis il a fait... C'est les Illuminati, c'est ouais, voilà. comme ça. Non, mais est-ce que 42, c'est parce que c'est un chiffre où quand tu additionnes la racine carrée de je sais pas quoi, ça donne ça et tout. Puis lui, il faisait, oui, vous êtes peut-être sur la bonne piste, continuez à chercher par là et tout. Et au bout de 7 millions et demi d'années. C'est ça. Il les a menés en bateau et au bout de 7 millions et demi d'années, donc on était en 1993, il a fini par lâcher sur un forum de discussion, écoutez, la réponse à tout ceci est très simple, c'était une plaisanterie. Ça devait être un nombre ordinaire et plutôt petit, j'ai choisi celui-là. Les représentations binaires, la base 13, les moines tibétains et tout ça, ce ne sont que des balivernes. Je me suis assis à mon bureau, j'ai regardé dans mon jardin et je me suis dit, 42, ça ira. Et je l'ai écrit, fin de l'histoire. Voilà. Et donc 42 est devenu une référence un peu partout sur Internet. Et il y a des easter eggs cachés dans absolument toute la culture geek avec du 42 partout. Par exemple, si on tape dans la calculette de Google quelle est la réponse à la grande question de l'univers, voilà ce qu'il répond. So basically, if you type in the answer to life, the universe and everything, no commas, no capital letters or anything, and then search for that, Google's calculator will open up and it will say 42. Et il répond ça dans la calculette. Merci Google. Voilà, c'était notre premier potager du web. Et maintenant, on va passer à la... Non, mais c'est pas un invité, c'est un chroniqueur. Comment ça s'appelle le quartier libre. Merci. Dans le quartier libre aujourd'hui, nous avons donc Christophe Henner qui est depuis le 12 octobre 2014, si je ne me trompe pas. Tu le sais mieux que moi, donc certainement. Je cherchais sur Internet, c'était oui, marqué. Si bon. c'est sur Si Internet, c'est que c'est dit. vrai. Et tu as pris la suite de Rémi Mathis au poste de président de Wikimedia France. Félicitations. Merci. Et l'actualité de Wikimedia en ce moment, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu quelqu'un de Wikimedia dans le 56cast, c'est d'abord un anniversaire. Oui. Enfin, c'était pas la semaine dernière, Non, mais... C'était en septembre, si ma mémoire est bonne, les 10 ans de Wikimedia Commons. Ah. Wikimedia Commons, c'est un projet un peu moins connu, mais toutes les images qu'on voit dans Wikipédia viennent de Wikimedia Commons. Et en fait, c'est une base de données de contenu multimédia, alors surtout des photos. Il y a un petit peu de vidéo, un petit peu de son, il y a un petit peu d'imagerie 3D, mais il y a surtout des photos. C'est quand même le plus simple aujourd'hui, c'est de faire la photo. Donc là, on a regardé tout à l'heure, il y avait 23 millions de fichiers. Maintenant, il y en a sûrement beaucoup plus. Et donc, le principe, c'est comme sur Wikipédia, c'est que des contenus qui sont librement réutilisables par tout le monde et qui sont mis à disposition et qui sont contribués par tout le monde, par n'importe quel utilisateur. Donc, ça va des gens qui sont en vadrouille avec un smartphone qui peuvent faire des photos et les mettre sur Wikipédia. Il y a même une application pour ça. C'est vrai ? Oui. Je la connais pas, d'accord, j'ai honte. Elle avait été faite pour un Wiki Love Monuments, donc c'est bien, ça me fait enchaîner sur la suite. Ouais. Qui est un concours qu'on fait maintenant pour la 4e année. Depuis plusieurs années, en fait, qui est un concours qui au début était juste sur quelques pays européens, maintenant qui est dans le monde entier, où pendant un mois, on demande aux gens d'aller photographier les monuments historiques de leur pays et de faire des photos, de les soumettre sur Commons, et en même temps on fait une compétition et on récompense les meilleures photos. Donc là, il va y avoir les récompenses françaises le 29 novembre, et quelques semaines après, les récompenses internationales. Donc du coup, ça nous permet de... Mais c'est quoi les récompenses ? Alors c'est un accès gratuit à Wikipédia. C'est ça, alors déjà, il y a un abonnement à vie à Wikipédia. Donc nous sommes faramineuses. Cette année c'est un peu particulier parce que pour la première année tous les ans on avait des récompenses sympas qu'on payait nous-mêmes. Bon, c'était des tirages photos, des tirages papier, des photos, etc. Là cette année on est en partenariat avec Canon. Je suis désolé, je fais de la pub pour eux, mais on a un partenariat avec eux et du coup ils vont fournir du matériel photo aux gagnants. Ce qui est plutôt cool parce que du coup on a un gagnant qui fait déjà des bonnes photos, qui va se retrouver avec du meilleur matos et qui le fournisse avant du coup. Et qui du coup se sentira redevable et qui fera encore meilleure photo pour Wikimedia. Espérons. Mais non, mais ça se professionnalise quand même vachement parce qu'au début c'était... Ouais. Enfin, mais plus ça va, et plus c'est connu, et plus il y a des gens qui font des bonnes photos, qui les mettent sur Wikimedia. Et d'ailleurs, vous faites en sorte qu'il y en ait de plus en plus. Vous prêtez du matériel, je crois, des fois. Donc en fait, Wikimedia France, donc c'est l'association française qui soutient la connaissance libre en France. Donc, on ne touche pas au projet en tant que tel, donc on soutient la production de contenu. Et notamment, on a acheté du matériel photo pour le prêter à des contributeurs qui n'avaient pas de quoi se payer du matos photo, parce que c'est très cher. Et on leur prête pour qu'ils fassent des photos. Ils vont se balader dans des châteaux, dans des villes, et ils vont faire des photos des villes. On fait la même chose avec des drones. On a payé un drone et on a donc un fondu dans l'association qui est absolument génial, qui fait des photos avec les drones.
La dernière... C'est lui qui survole les centrales nucléaires, là? Non, ça c'est pas nous, je suis désolé. On reste dans la légalité. Alors, c'est un peu la barrière qu'on a, c'est qu'on essaie de rester dans la légalité. Et donc du coup, là, ce qu'il a réussi à faire il y a pas longtemps, mais parce qu'ils sont super sympas, c'est à Notre-Dame de Paris, de faire des photos d'intérieur de Notre-Dame de Paris avec un drone. Avec le drone à l'intérieur? Ouais. C'est génial. La négociation a dû être chaude, non? Non, pas du tout en plus. C'était plus de trouver le créneau horaire où il y aurait suffisamment de luminosité et pas de la luminosité encore, c'est pas le plus gros souci, mais surtout qu'il y ait des gens pour encadrer ça et pas de visiteurs. Donc voilà, bon, enfin bref. Donc du coup, voilà, on essaie de fournir du matos. Je pense qu'il a commencé à les uploader déjà, on doit pouvoir les retrouver. Cool. Donc voilà, ils ont fait pareil dans les jardins de Versailles, etc. Donc voilà, on essaie de les aider à faire ça le mieux possible. Surtout je crois que vous avez même des studios. Alors c'est un mini studio, on appelle ça. En fait, c'est une valise, en gros, qu'on déplie et qui permet d'avoir un fond blanc avec de l'éclairage nickel et qui permet de faire des photos de petits objets dans de très bonne qualité. Des packshots. Exactement. Mais bon, on n'appelle pas ça des packshots parce qu'on dit Wikipédia. Genre. Non, mais je suis totalement avec vous. Pardon. Mais du coup, ça leur permet de faire des photos d'objets relativement petits, mais surtout avec un fond qui est uni et donc du coup de pouvoir avoir des images qui sont super propres. Là, un des projets qu'on a un groupe de contributeurs qui est en train de lancer, on a essayé de le faire crowdfunder, c'est notre première tentative. Si on n'y arrive pas, on paiera nous-mêmes, mais bon, on essaie d'impliquer les gens comme ça. C'est de faire quelque chose, on n'a pas le nom, ce sera peut-être Wiki Love Fromage, et de prendre en photo absolument tous les fromages AOC français. C'est vachement bien. Donc évidemment, après, une fois que les fromages sont pris en photo, on va être obligé de les manger, c'est d'une tristesse accablante. Mais voilà, du coup, c'est un tout petit studio photo, mais qui permet de faire ce genre de choses. Voilà, et ça, on le met à disposition des contributeurs français. Pour l'instant, on va déjà faire tous les AOC français, c'est déjà pas mal. Il y en a quand même pas mal. Si tu avais voulu me donner un exemple alléchant de ce qu'on peut faire avec votre petit studio photo, je crois que c'était parfait. Donc, devenir contributeur à Wikimedia en général, ça peut permettre après de venir nous solliciter avec des idées de projets comme ça. Donc prendre en photo du fromage et de lancer le projet. Et nous, on est là pour... le fromage fait partie de la culture, de la connaissance, donc du coup, ouais, carrément. Puis bon, c'est super sympa à faire en plus. Oui. Et donc le cap des 80 000 fichiers produits avec le soutien de Wikimedia France a été atteint, avec une photo qu'on montre à l'écran de Johan... Non, tu la verras pas, c'est que sur la télé. Ah, pardon. De Johan Kowal, prise pendant l'épreuve de 3000 mètres à Décanation en août 2014. C'est du sport. On soutient beaucoup la photo sportive aussi. Ouais, mais franchement, il y en a des pas mal que tu t'attendrais pas à voir sur Wikimedia Commons, donc c'est chouette. On a de très très bons photographes. Autre actu, maintenant vous faites un rapport de transparence, comme Google, comme Facebook. Alors ça, c'est la fondation qui héberge les sites aux États-Unis qui a sorti ça cet été, mi-août. Ça faisait suite en fait aux discussions et aux jugements qu'il y a eu sur le droit à l'oubli au niveau européen. Où Google a dit, vu qu'il y a un jugement sur le droit à l'oubli, on va prendre les devants, maintenant on met un formulaire en ligne et n'importe qui demande, on va retirer les contenus qui le concernent. Ça nous a moyennement plu en fait, parce que pour une raison toute bête, c'est qu'on n'est pas, en tant qu'organisation, en tant que mouvement international, c'est pas une question d'être pour ou contre le droit à l'oubli, c'est qu'à un moment donné, c'est quelque chose qui se passe en dehors de tout processus juridique. Ouais. Donc en gros, on remplit un formulaire et c'est retiré et il n'y a pas de juge qui va sanctionner, etc. Donc ça peut permettre à ce que quelqu'un qui ait fait des choses qui soient moyennement positives, on va dire, demande à les retirer, ça disparaît et hop, il nettoie son image en ligne assez facilement. Et ça concerne beaucoup de fichiers Wikipédia, ça ? Et donc du coup, on a commencé, au début, on s'est pas trop penché sur le sujet quand c'est arrivé, on en avait discuté en interne et on dit, pour l'instant, on va pas prendre de position sur ça parce que ça ne nous concerne pas. On n'avait pas de retour. Et puis un beau jour, on a commencé à apprendre que des pages de Wikipédia étaient sorties de l'index de Google. Et donc, parce que c'est un peu plus subtil que ça, c'est qu'ils sortent pas de l'index. Enfin, ils sortent de l'index pour une requête sur un nom en particulier, etc. Mais si on cherche la même page sans le nom par un autre biais, on trouve la page. Elle est quand même pas désindexée entièrement de l'ensemble de la base de Google. Mais nous, ça concerne principalement des. Quand c'est une fiche sur quelqu'un et que tu tapes le nom de cette personne, c'est quand même embêtant parce que du coup, tu la retrouves plus du tout, quoi. Comme tout le système est fait pour les personnes vivantes en général, pour ce qu'on appelle les biographies de personnes vivantes. C'est une façon d'orienter. Ça biaise un peu les résultats. Et vu qu'on est plutôt défendeur d'un accès libre à la connaissance et que du coup la notion de liberté, quand on enlève l'accès à cette connaissance, ça nous a gênés. On a dit très bien, on va jouer le jeu jusqu'au bout, c'est-à-dire que si vous voulez faire quelque chose en dehors de tout circuit et quelque chose qui soit une boîte noire, nous on va faire l'inverse, on va mettre sur le tapis à chaque fois qu'on apprend qu'il y a une page qui est retirée. Et donc du coup on est allé jusqu'au bout du principe, c'est qu'on a fait un transparency report avec toutes les requêtes qu'on peut avoir qui sont également juridiques. Où on doit intervenir sur le contenu et on en a reçu tant, on en a traité tant, etc.
Donc il y a tout un site, c'est transparency.wikimedia.org, qui est assez simple puisqu'il est tout en infographie. Enfin, c'est joli. Il est simple et didactique, qui permet de voir aussi par pays quelles sont les requêtes qu'on reçoit et combien sont traitées. Vous ne donnez pas le nom des fiches qui ont été retirées, vous donnez juste le nombre. Non, voilà, ça on ne peut pas parce qu'à partir du moment où on a une vraie requête judiciaire, alors il y en a très peu, il faudra regarder. Dans une année, s'il y en a entre 1 et 3, c'est le max où on dit oui, parce qu'on en reçoit beaucoup plus de demandes, mais il y en a très peu sur lesquelles on intervient. Il y en a pas, mais là, on ne peut pas dire qu'est-ce qu'on a retiré, ça irait à l'encontre du jeu. Et la France fait partie du top 3, je me demande si on n'est même pas en première position du nombre de requêtes reçues, ce qui est assez marrant. Et donc il y a des requêtes sur les données personnelles des gens comme ça, et il y a aussi sur les pages qui sont enlevées parce qu'elles gênent. Il y a eu plusieurs exemples l'année dernière. Il y a eu le Selfie Monkey qui a posé un problème. Alors, on en avait parlé. Alors quand on a fait le Transparency Report, on avait 3 axes de communication et celui qui a vachement bien marché, c'est le Selfie Monkey, qui est le moins sérieux, mais bon. Le singe qui a fait son autoportrait. Voilà, en fait, c'est un photographe qui faisait un reportage en Afrique de mémoire, un reportage photo animalier, et qui s'est fait voler son appareil photo par un singe. Le singe qui a fait plein de photos avec l'appareil photo par accident, et il a récupéré l'appareil photo. Donc du coup, il a publié les photos après. Et donc nos chers Wikimédiens qui sont férus de droits d'auteur ont dit mais si c'est un animal qui a pris la photo, le droit d'auteur ne s'applique pas, donc c'est dans le domaine public, donc on peut récupérer les photos et les mettre sur Wikimedia Commons sous licence libre. On a eu une énorme bataille juridique qui a duré au tout. Avec le studio avec le photographe directement même, qui a duré plusieurs années. Beaucoup circulé, il y avait beaucoup d'argent à se faire avec cette photo. Alors à la base non, parce qu'au début elle ne circulait pas. Dans l'esprit. C'est ce qu'on appelle l'effet stressant. En fait, au final, c'est que la photo en elle-même, elle a jamais circulé, mais à partir du moment où il y a eu des problèmes avec cette photo, elle a beaucoup circulé et donc elle a eu de la valeur. Bref, du coup, on a gagné et il y avait des demandes de retrait de cette photo et on a dit non, je suis désolé. Enfin, on est désolé. On ne peut pas enlever cette photo d'un singe, à moins que vous vouliez créer du droit d'auteur sur les animaux, mais là, du coup, on en rediscutera. Quand vous voudrez légiférer sur ça, ce sera assez intéressant. Et puis, il y avait la page d'une base militaire française aussi, qui était censée rester super secrète, et je crois que c'est les renseignements qui ont demandé qu'on supprime cette page, alors que les informations de la page venaient d'une émission qui était passée à la télé et qui est en libre accès sur le web. Donc, et qui avait été approuvée par l'armée de l'air pour faire cette émission. Donc ça, c'est un cas qu'on a traité l'an dernier. Donc c'était Rémi et moi qui l'avions traité. Donc Rémi, qui était le précédent président, qui s'est retrouvé appelé à la DCRI, convoqué à la DCRI, donc au renseignement intérieur un beau matin, où on lui a demandé de supprimer cette page. Il a obtempéré pour pas avoir de soucis et il est rentré. Et donc il m'a appelé, on a discuté, on a fait la meilleure manière de réagir à ça, c'est de dire si vous voulez à nouveau quelque chose que vous voulez faire dans une boîte noire, nous on va en parler publiquement puis on verra comment ça se passe. Et donc du coup on en a parlé publiquement et de toute façon la page a été restaurée par des gens qui habitent à l'étranger. Au moins ça posait pas de... Eux ils étaient à l'abri et on se bat avec. On est dans un monde globalisé donc on se bat avec les outils. Donc voilà, et donc là toutes les infos sont toujours en ligne. Bon, en tout cas, c'est super chouette ce Transparency Report. Et dernière petite actu du moment, c'est l'éditathon Femmes de Science. C'est quoi ça, un éditathon ? Alors en fait, donc Wikimedia France, nous on est là pour soutenir la connaissance libre. Une des actions, enfin une des types d'actions qu'on mène, c'est ce qu'on appelle des éditathons, c'est-à-dire qu'on organise des sessions de formation, d'entraînement, de coaching, on peut appeler ça comme on veut, à l'édition sur Wikipédia. Donc ça, il y a pas mal de groupes dans des villes, à Rennes, à Toulouse, je crois qu'à Bordeaux, ils ont commencé aussi, qui se réunissent dans un lieu et qui disent pendant une demi-journée, vous venez, on va vous expliquer comment fonctionne Wikipédia, quelles sont les règles, comment on édite, etc. Et là, ce qu'on a fait, c'était la deuxième édition, c'est avec la Fondation L'Oréal qui a tout un travail sur les femmes de science. On a organisé un éditathon spécifique sur les femmes de science. Donc la marraine de ça, c'est Claudie Agnoret. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller regarder sur Wikipédia qui est Claudie Agnoret parce que c'est une grande dame. Elle a fait quelques petites choses. Notamment elle est allée dans l'espace. Voilà, c'est déjà pas mal. Ouais, je suis assez jaloux. Et le but c'est de sensibiliser de former des chercheuses et des chercheuses surtout à l'édition sur Wikipédia, puisqu'on a un souci, mais ça c'est valable sur tout Internet, mais nous on nous pose problème, c'est ce qu'on appelle le gender gap, puisqu'on disait que les Américains ils mettent des noms sur tout, ils l'ont mis sur ça aussi, sur le fait qu'il y ait une grosse disparité entre le nombre de contributeurs hommes et de contributrices. Et du coup on essaie de mener des petites actions comme ça pour essayer de réussir à embrigader, entre guillemets, de nouvelles contributrices. Et donc, les chercheuses, c'est un bon moyen de le faire. Cool. Eh bien, merci beaucoup, Christophe. Avec plaisir. Je vais y aller, du coup. Hein ? Je vais y aller.
Tu vas rester, tu vas prendre ta serviette parce que nous allons en avoir besoin dans l'espace, on en a toujours besoin. Potager du web numéro 2. Donc l'une des entrées les plus importantes de cette encyclopédie dans le guide du voyageur galactique, c'est l'article sur la serviette. La fameuse. Ouais, c'est celle-là. A towel is about the most massively useful thing an interstellar hitchhiker can have. Partly, it has great practical value. La serviette est sans doute l'objet le plus utile que puisse posséder le routard interstellaire. D'abord par son aspect pratique. On peut se draper dedans pour traverser les lunes glaciales de Jagran Beta, ça doit être une planète. Vous pouvez vous allonger dessus pour bronzer, vous glisser dessous pour dormir sous les étoiles, vous en servir pour construire un mini radeau, vous n'avez pas pensé à ça. L'utiliser en combat à main nue, vous encapuchonner la tête afin de vous protéger des vapeurs toxiques, etc., etc. Alors dans le film, il y a un internaute qui a compilé quelques utilisations de la serviette dans le film de 2005. You're sweating. Voilà. On essuie la sueur. On grandit dans une attaque. On se protège. Ça chasse le méchant. Il attaque. Et ça, c'est au tout début, quand notre ami l'extraterrestre dit « Viens, on va se casser et tu auras besoin d'une serviette. » Et alors, cette histoire absurde de serviette, en fait, ça a beaucoup inspiré les fans qui ont organisé un jour de la serviette. Ça se passe tous les ans le 25 mai. Pourquoi le 25 mai? Parce que c'est le jour de la mort de Douglas Adams en 2001. Et ça a commencé donc en 2001. Ils lui ont rendu hommage en se ramenant tous avec une serviette. Donc le but, c'est on se retrouve entre fans et puis on a une serviette au cas où on en aurait besoin. Et puis on est content d'être là ensemble avec notre serviette. Alors il y a divers rassemblements dans diverses villes du monde. En 2009, par exemple, il y a des fans qui ont constitué à la gare du Nord le moment de la grande révélation à la question sur la vie, l'univers et tout le reste. Tous avec leurs serviettes. Je pense que les gens qui sont passés n'ont pas trop compris ce qui se passait. Et il y en a d'autres très créatifs comme Mishmashko qui font des bandes annonces pour le jour de la serviette pour rappeler aux gens qu'il faut pas oublier de venir. Tadam. Et ouais. Et là, tu sais plus quoi faire. Et t'es bien piégé. Ah, merci la serviette. Bon, ça protège pas de la connerie. Bref, comme dit le livre, tout homme capable de sillonner de long en large la galaxie en vivant à la dure, de zoner en affrontant de terribles épreuves et de s'en tirer sans avoir perdu sa serviette ne peut être assurément qu'un homme digne d'estime. Et ça sera notre mot de la fin, puisque nous allons maintenant juste mettre un chat pour finir, et ça sera fini. C'est un chat qui aime les chevaux, filmé par Jonathan Jungebrandt. C'est aussi un cheval qui aime les chats. Oui, par ailleurs. Non. Est-ce que ça pourrait l'énerver? Quel bon. La sueur de cheval, j'adore ça. Oh, de jolies images. Eh bien, c'est la fin de ce 56cast. Merci à tous les deux et merci pour le poisson.